Bon, aujourd'hui j'ai décidé de mettre fin à ce débat. J'ai analysé en long, en large et en travers une étude scientifique vraiment très intéressante qui compare une vingtaine d'exercices fessiers. Quels sont ces exercices? Peut-on faire confiance à cette étude? Aujourd'hui, on va l'analyser ensemble. Même si on pourrait penser que les études scientifiques sont toujours valables, ça n'est parfois pas le cas pour plusieurs raisons. Mais alors, comment reconnaître si une étude est fiable ou non? Déjà, il faut savoir que tu en as deux sortes. Les études rétrospectives, rétro qui veut dire en arrière, ce sont donc des études qui se basent sur des faits déjà produits ou en cours. Imaginons qu'on veuille analyser si le fait de n'avoir qu'un parent augmente le risque de dépression chez l'enfant. Pour ça, on va demander à un groupe d'enfants n'ayant qu'un parent comment ils se sentent mentalement, puis poser la même question à un groupe d'enfants ayant deux parents pour ensuite comparer ces chiffres. Partons du principe que 80% de ces enfants n'ayant qu'un parent se sentent très mal. Il y a quand même un petit problème. Comment peut-on être certain qu'ils se sentent mal à cause du fait qu'il n'est qu'un parent? Est-ce que ce n'est pas plutôt parce qu'ils se font harceler à l'école, parce qu'ils ont des difficultés scolaires, parce qu'ils n'ont pas d'amis, etc. Bien sûr, ça peut être provoqué ou accentué à cause du fait que l'enfant n'est qu'un parent, mais ça n'a pas nécessairement de lien. Ça pouvait déjà être le cas avant que le parent décède. Bref, c'est pour te montrer que les études rétrospectives ne sont pas toujours fiable parce qu'il y a souvent des éléments extérieurs qui ne sont pas pris en compte et qui peuvent impacter les résultats. C'est ce qu'on appelle un facteur de confusion. Par contre, pour le deuxième type d'études qui existe, que l'on appelle les études prospectives, ce sont nous-mêmes qui provoquons la situation. Elles sont généralement plus précises mais pas toujours réalisable. Si par exemple on veut analyser si le fait de n'avoir qu'un parent augmente le risque de dépression chez les enfants, on va pas tuer volontairement un parent. Pareil pour les études sur le cancer ou autre. On va pas provoquer volontairement un cancer, du moins on va éviter. Bref, une étude où l'on provoque nous-mêmes la situation, donc prospective, est généralement plus précise qu'une étude rétrospective. Mais pas tout le temps. En effet, une étude prospective demande beaucoup plus de moyens financiers puisqu'il est nécessaire qu'un certain nombre de personnes fassent l'expérience. Personnes qu'il faut bien évidemment rémunérer. Et comme tu t'en doutes, une étude réalisée sur 10 personnes n'est pas aussi fiable qu'une réalisée sur 1000 personnes. Donc mieux vaut avoir beaucoup de moyens. Sans parler du fait que certaines sont financées par des entreprises, pas sans raison comme tu t'en doutes. Le but pour une entreprise étant de faire du chiffre d'affaires, donc si elles font ça, c'est que très souvent elles vont tourner l'étude à leur avantage, notamment en oubliant volontairement certains facteurs de confusion dans le but de prouver que leur produit est génial ou je ne sais quoi. Il arrive aussi qu'elle soit réalisée dans les règles, mais que les résultats ne soient pas valorisants pour l'entreprise. Dans ce cas, elles ne publieront pas les résultats, ce qui est assez logique. Ah, bonjour Monsieur Duchesne, bonjour comment Madame allez-vous? Felpin, ça va et vous? Alors, dites-moi tout. Incroyable, hein? Je sais, laissez-moi deviner, ils ont les dents incroyablement blanches. Ouais, excusez-moi de vous décevoir, je sais pas trop comment vous dire ça, mais on a fait une étude randomisée en double aveugle sur 150 participants. Attendez, comment Et ça? plus des 3/4 d'entre eux ont perdu au moins la moitié de leurs dents après une seule semaine de traitement. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que vous voulez que je modifie les résultats? Moi je vous suggérerais de ne pas la publier. Bah, on la publie quand même. Si je vous dis ça, c'est pour que vous fassiez attention aux personnes qui disent « je me suis appuyée sur une étude ». Non, plus, il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Tant que cette personne n'a pas été analysée l'étude d'elle-même, tu n'es sûr de rien. Et je ne parle pas de lire un résumé en diagonale, je parle bien d'une analyse complète. Bref, passons maintenant au vif du sujet. Que vaut cette étude? L'étude que je vais analyser pour toi aujourd'hui a été réalisée grâce à un électromyogramme. Un électromyogramme est un examen permettant d'enregistrer l'activité électrique des nerfs et des muscles. En effet, nos nerfs et nos muscles fonctionnent à l'aide de courants électriques de très faible intensité. Très clairement, l'EMG permet de déterminer avec quelle intensité le muscle se contracte pendant l'exercice. Donc,
Comme tu l'as compris, cette étude est prospective puisqu'on a demandé à un certain nombre de personnes de faire un panel d'exercices en portant un EMG. Le but est donc de faire un classement de l'exercice provoquant le plus grand signal électrique sur le grand fessier au plus faible. Parce que oui, le fessier est composé de 3 muscles. Le grand fessier, le moyen fessier et le petit fessier. Le grand fessier étant celui qui prend le plus de place comme son nom l'indique. Donc en théorie, l'EMG, qu'on peut aussi appeler électromyogramme, devrait nous aider à déterminer les meilleurs exercices pour prendre des fessiers. Ça serait donc un moyen absolument certain. Dans les faits, ça a l'air génial, mais même si cette étude reste quand même très intéressante, tu vas voir au fil de la vidéo que tout n'est pas rose. Les méthodes utilisées. En réalité, l'article que je te montre aujourd'hui n'est pas vraiment une étude, mais c'est encore mieux. En effet, c'est une méta-analyse. Autrement dit, un regroupement de plusieurs études qui portent sur le même sujet pour pouvoir faire une moyenne. Bien entendu, elles n'étaient pas sélectionnées au hasard puisque, comme on l'a vu juste avant, certaines études ne sont pas très fiables. Au total, 1963 études réalisées avec un EMG ont été retenues, dont 1853 qui ont été éliminées après lecture des titres et des résumés. Les 110 restantes ont été lues entièrement puis sélectionnées selon leur fiabilité. Bref, à la fin, il n'en restait que 16 pour faire cette méta-analyse. Je ne vais pas détailler tous les critères de sélection parce qu'ils sont nombreux, mais si ça t'intéresse, tu peux les retrouver en description. Comment ça se fait qu'on a éliminé certaines études alors qu'elles étaient réalisées avec un EMG? Premièrement, c'est parce que la charge de l'exercice impacte directement le signal électrique. Plus tu mets lourd, plus le signal est grand. Donc pour que la méta-analyse soit pertinente, il faut que les sujets réalisent tous les mêmes exercices avec la même intensité. Et bien évidemment, ça n'était pas possible qu'ils utilisent tous la même charge sur les exercices, car on a tous une force très différente en fonction de notre sexe, notre passé sportif, notre génétique, notre expérience, etc., etc. Mais du coup, comment on fait pour éviter cet énorme facteur de confusion? Toutes les études sélectionnées se sont basées sur les 1 RM des participants. 1 RM qui signifie tout simplement une répétition maximale. Imaginons que j'arrive à mettre maximum 70 kg sur mon squat en faisant une seule répétition et que je veux savoir quelle charge maximum je peux mettre pour en faire 2. Pour ça, je vais devoir utiliser ce qu'on appelle la table de Berger qui est une méthode de calcul. Dans ce tableau, on me dit qu'en faisant 2 répétitions, je serai à 97% de mon 1 RM. Donc si je fais 97% de 70, ça me donne 68. Oui, j'ai déjà fait le calcul. Comme tu l'as compris, cette étude permet que chaque exercice ait été réalisé avec la même intensité. Comme critère principal de sélection, on avait aussi le tempo qui devait être dynamique et le placement des EMG qui devait être dans les règles. Au total, 230 personnes ont participé, dont 90 femmes et 141 hommes. Ce qui est bien est que la plupart de ces études ont imposé une consigne très précise concernant l'exécution du mouvement. Amplitude à 90 degrés pour le squat, pareil pour les fentes, etc., etc. A priori, le protocole est quand même très carré. Comme tu peux le voir, certains exercices ont été testés par beaucoup d'études. Donc pour ceci, une moyenne des résultats obtenus a été faite. Bon. Allez, on va maintenant passer à la partie qui t'intéresse le plus, les résultats. J'ai plein de choses à dire. On va commencer avec le squat et ses variantes, puisqu'il y a quand même 10 études qui ont été recueillies pour analyser le travail du fessier sur cet exercice. Donc c'est quand même que les résultats doivent être très fiables. Du moins, c'est ce qu'on peut penser. Concernant la profondeur du squat, les résultats sont assez contradictoires. Une étude de 2002 a testé 3 profondeurs de squat: squat partiel, squat à 90 et squat complet. Bien entendu, c'est le squat complet qui l'a remporté car aucune charge n'était utilisée sur cet exercice. Bah oui, plus tu descends et plus c'est difficile. Fiabilité de l'étude, 0. Une de 2016 a démontré qu'il n'y avait aucune différence entre un squat complet et un squat parallèle. Une de 2017 a démontré que le squat partiel provoquait une activation des fessiers plus élevée que le complet lorsque la charge était adaptée à la profondeur du squat. Mais malgré tout, j'ai été vraiment surprise quand j'ai vu les résultats. Le squat complet est
le dernier exercice de la liste. Et je rappelle que lorsque plusieurs études ont été recueillies pour un même exercice, la méta-analyse a fait une moyenne de toutes ces études. Donc a priori, c'est quand même que cet exercice est loin d'être le meilleur. J'ai bien dit a priori, attention, car on verra juste après qu'il y a quelques petits couacs. Ce qui est sûr, c'est qu'on constate que le plus intéressant pour les fessiers est le belt squat. Donc si tu as ça dans ta salle, t'as bien de la chance. Les électrodes ont enregistré un signal électrique d'en moyenne 71% sur cet exercice, variant de plus ou moins 29%. Petite info, en dessous de 20%, on considère que l'activation des fessiers est basse. Entre 20 et 40, on considère qu'elle est modérée. Entre 40 et 60, haute. Et au-dessus de 60, très haute. Si tu n'as pas cette machine dans ta salle, tu as le pistol squat qui vient juste après. Je sais, moi aussi ça m'a étonné au début, mais quand on y réfléchit bien, c'est plutôt logique et je t'expliquerai pourquoi juste après parce que c'est en lien avec un autre exercice. Vient ensuite le squat parallèle dont je t'ai parlé juste avant. Bien plus loin, le front squat, ce qui n'est pas très étonnant parce que le poids est complètement vers l'avant. Le overhead qui, comme tu t'en doutes, engage beaucoup les muscles du haut du corps qui sont bien plus faibles que tes fessiers. C'est donc probablement ta fatigue sur les muscles du haut du corps qui va te faire arrêter l'exercice et non celle sur le bas du corps. Et enfin, on a les deux derniers exercices du classement qui sont également des squats. En avant-dernier, le squat partiel, pas très étonnant, et comme je te l'ai dit juste avant, le squat complet en dernier. Bon, ce qu'il en ressort est que les trois principaux facteurs impactant le travail des fessiers sur un squat sont la répartition du poids, l'amplitude qui doit être adaptée à la charge utilisée et enfin l'écartement des pieds qui doit être assez grand. On passe maintenant aux fentes. Visiblement, ce sont les fentes bulgares qui sollicitent le plus les fessiers. Si les fentes bulgares sont au-dessus, c'est probablement pour la même raison que le pistol. T'inquiète pas, je vais y venir, mais je ne peux pas t'expliquer pourquoi maintenant. Et enfin, on a les fentes en ligne devant les fentes traditionnelles, ce qui est probablement dû à l'écartement des pieds qui réduit l'extension de hanche. On passe maintenant au hip thrust et ses variantes qui ont de meilleurs résultats que les fentes visiblement. Il s'avère que la position du pied est le principal facteur affectant l'activation du grand fessier. On a observé qu'elle était plus grande si le pied était tourné vers l'extérieur. Assez logique jusque là puisqu'en faisant ça, on sera plus dans l'axe des fessiers, donc on a plus de force. Par contre, ce qui est assez surprenant, et que le hip thrust avec halter a eu de meilleurs résultats que le hip thrust avec barre, même lorsque les charges utilisées étaient relativement faibles. Et ce, de manière assez importante. Je n'ai pas trouvé plus d'informations à ce sujet malheureusement, mais je pense que c'est tout simplement dû à la répartition du poids qui est différente. Cela dit, lorsque tu as atteint un certain niveau sur cet exercice, il n'est plus possible de le faire avec un halter. Déjà parce qu'en général, les halters ne vont que jusqu'à 50 kg. Et en plus parce que tu risques d'avoir quelques difficultés pour la mise en place. En 8e, on a le hip thrust américain. Alors, j'ai galéré à trouver ce que c'est parce que l'étude qui a été choisie sur la méta-analyse pour cet exercice est payante. Mais en fait, c'est tout simplement un hip thrust sans poser la barre. Et là, tu te dis peut-être, mais pourtant, lorsqu'on pose la barre entre chaque rep, on réduit la tension sur les fessiers. Certes, c'est vrai, mais les électrodes ne mesurent pas les dommages musculaires. Ils mesurent l'influx nerveux pendant toute ta série et retiennent le moment où le signal électrique est le plus puissant. Donc forcément, quand tu poses ta barre à chaque fois, tu as besoin de beaucoup de force pour repartir. Donc l'afflux nerveux sera grand. Plus loin, on a le hip thrust avec bande et enfin le hip thrust avec pied éloigné, ce qui n'est pas très étonnant puisqu'en faisant ça, on réduit l'amplitude et on n'est plus sur les ischios. On va maintenant passer au soulevé de terre. Tout d'abord, il n'y a quasiment aucune différence entre un soulevé de terre sumo et un soulevé de terre conventionnel qu'on peut aussi appeler traditionnel. En fait, le traditionnel a même de meilleurs résultats. Et pourtant, le soulevé de terre sumo est souvent vu comme un meilleur exercice fessier. Mais pourtant, plus tu écartes les pieds, et plus tu réduis ton extension de hanche, autrement dit ton amplitude. Et je rappelle quand même que l'extension de hanche est quand même la fonction principale du grand fessier. Il y a une des variantes du soulevé de terre qui est extrêmement bien classée puisqu'elle est en 5e position. Tu as remarqué que depuis le début, j'ai pas parlé du soulevé de terre roumain ? Eh bah désolé, mais c'est pas ça. Il s'agit du soulevé de terre avec la barre hexagonale. Je te rassure, le soulevé de terre roumain a été testé parce que je sais qu'il y en a plein qui sont fans de cet exercice. Et ça m'étonne pas, il est en 20e position. Donc il est loin d'être le meilleur. Bon, maintenant la question est,
Quels sont les 4 premiers exercices? En fait, il s'agit d'un seul exercice et ses variantes. Donc, c'est quand même que cet exercice doit être vraiment bien. Il s'agit du step-up. Les électrodes ont enregistré un signal électrique de 170% en moyenne, variant de plus ou moins 100. Ce qui veut dire qu'elle a atteint 270% chez un sujet. Comment est-ce possible que les électrodes aient enregistré une contraction de plus de 100% du fessier? Eh bien, c'est parce qu'ils analysent la contraction volontaire du muscle et non pas sa capacité absolue à se contracter. Par exemple, lorsque tu as une crampe, ton muscle se contracte de façon très forte et involontaire et bien plus fort que ce que tu serais capable de contracter volontairement. Mais comment cela se fait-il que cet exercice soit largement au-dessus des autres? N'y a-t-il pas un ou plusieurs facteurs de confusion? L'étude est-elle réellement fiable? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la conclusion. Même si la méta-analyse a l'air fiable, j'ai quand même essayé de trouver toutes les petites failles qui pourraient faire qu'elle ne l'est pas à 100%. Déjà, quand j'ai lu la méta-analyse, il y a un truc qui m'a direct fait tilt dans ma tête. Je me suis demandé quel niveau en musculation avaient toutes ces personnes. Échec pour moi, elles étaient toutes expérimentées. Puis je me suis demandé comment un haltère sur du hip thrust peut suffire pour des personnes expérimentées. Si tu as déjà fait cet exercice, tu sais que les 50 kg, tu les atteins rapidement. Donc dans ma tête, j'ai dit c'est pas possible. Soit les personnes qui ont fait cet exercice ne sont pas réellement expérimentées, soit elles sont très loin de leur 1 RM. Donc j'ai été voir, et en effet l'exercice n'était réalisé qu'à 40% du RM. À ce moment-là, je me suis dit, bon, les sujets ont probablement fait beaucoup de répétitions pour compenser un peu le truc. Eh ben, ils en ont fait 8. Alors que d'après la table de Berger, tu es capable d'en faire une centaine à ce point-là. Et attends un peu parce que t'es pas au bout de tes surprises. On n'est pas encore arrivé au plus gros facteur de confusion de cette méta-analyse. Heureusement, c'est la seule étude de cette méta-analyse qui a été réalisée avec une intensité aussi faible. Cela dit, certains exercices ont été réalisés avec une intensité inférieure à d'autres. Et c'est le cas notamment du back squat, ce qui peut expliquer qu'il soit aussi bas dans le classement. Mais d'un autre côté, j'ai remarqué que cet exercice n'a été réalisé que par des hommes. Donc ce qui compense un petit peu le truc, parce que qui dit homme dit grande taille, donc probablement grande jambe, et qui dit grande jambe dit meilleur engagement des fessiers sur un squat. Donc comme tu l'as compris, la morphologie est à prendre en compte, donc ça peut fausser un peu le truc, mais pas trop. Pour les failles concernant le step-up maintenant. Le problème est que les chercheurs n'ont trouvé qu'une seule étude fiable pour tester cet exercice. Mais vu qu'il est considéré comme le meilleur exercice fessier, je voulais au moins voir si la seule étude faite sur cet exercice était pertinente. Enfin, je me doute qu'elle l'est, mais je voulais voir à quel point elle était. Et honnêtement, elle est très carrée, il n'y a rien à dire. Le protocole est incroyablement précis, donc on peut quand même lui faire confiance. Mais il y a quand même un petit souci. Cet exercice n'a été réalisé que sur 15 femmes, alors que d'autres ont été testés par beaucoup plus de personnes. Néanmoins, malgré tous ces petits facteurs de confusion, on constate quand même qu'il est loin devant les autres. Donc on peut tout de même le considérer comme le meilleur exercice pour le grand fessier. Mais, oui je sais, il y a toujours un mais la musculation est complexe, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Le problème du step-up, qu'a d'ailleurs relevé la méta-analyse, est que cet exercice est difficile à réaliser car il demande d'avoir beaucoup d'équilibre. Attention, je cite, même pour le praticien expérimenté, la demande de stabilité plus élevée peut limiter la charge utilisée et par conséquent peut entraver le développement de la force maximale et de l'hypertrophie. Donc en gros, tu n'actives pas forcément beaucoup ton fessier les premières fois où tu vas faire l'exercice dû au manque d'équilibre, mais à force de le faire, ça devrait venir. Et ça devrait venir même très bien vu qu'il est quand même le premier exercice dans la liste. Ce qui m'a quand même beaucoup étonnée quand j'ai vu ça. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi il était placé aussi haut. Qu'est-ce qui explique cela? Les chercheurs supposent que c'est parce que l'exercice demande tellement de stabilité que l'influx nerveux est très puissant. Donc d'un côté, l'engagement du fessier peut être faible si on manque trop d'équilibre, mais de l'autre, le fait de manquer un peu d'équilibre, mais pas trop, peut avoir un réel bénéfice, ce qui sera toujours le cas sur cet exercice. Cet argument pourrait aussi expliquer pourquoi le pistol squat et les fentes bulgares sont aussi hauts dans le classement. Si tu as déjà fait ces exercices, tu sais qu'il faut un sacré équilibre. Bon, on va maintenant passer au plus gros problème. Tous les exercices ont été réalisés avec un nombre de répétitions différents. Et là, tu vas me dire, ok, mais en quoi c'est un problème tant qu'on fait le maximum de répétitions?
qu'on est capable de faire avec la charge imposée. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais je l'ai déjà dit au début, lorsqu'on fait une rep max, on va solliciter énormément d'unités motrices d'un coup. Autrement dit, le signal électrique va être très important et plus on en fait, moins l'influx nerveux est important, ce qui est quand même un facteur de confusion assez important. Cela dit, ça n'empêche pas à certains exercices qui ont été réalisés avec beaucoup de répétitions de passer au-dessus de certains réalisés avec peu de répétitions pour une même intensité. Donc c'est quand même qu'ils étaient bien plus efficaces. Attention, parce que ça ne veut pas dire que pour prendre du muscle, il faut faire une seule répétition. Il ne suffit pas d'avoir un gros influx nerveux pour prendre du muscle. Il faut également faire assez de répétitions pour provoquer des lésions musculaires, mais pas trop, car sinon ça veut dire que l'influx nerveux est trop faible, environ entre 5 et 15. Bref, dans la conclusion de cette méta-analyse, on nous dit que l'activation du fessier variait de modéré à très élevé selon les exercices. Ce qui veut quand même dire que tous sollicitent beaucoup les fessiers. D'ailleurs, à partir du 5e dans le classement, on peut voir que tous ont à peu près le même résultat. Donc dans tous les cas, il faut que tu en fasses plusieurs pour un développement complet de ton fessier. Donc choisis ceux qui te plaisent. Que tu choisisses des fentes traditionnelles plutôt que des fentes bulgares ne va pas changer grand chose. Par contre, ce sur quoi tu dois vraiment te concentrer est l'intensité de ton exercice. Beaucoup de personnes ne prennent pas de muscles parce qu'elles ne mettent pas assez d'intensité, pas parce qu'elles choisissent les mauvais exercices. Et de toute façon, il y a tellement de facteurs de confusion qui peuvent interagir dans ce type de méta-analyse qu'elle ne pouvait pas être ultra précise, sachant que c'est la plus fiable que j'ai trouvée. N'hésite pas à mettre un petit j'aime sur cette vidéo pour me soutenir parce que comme tu t'en doutes, elle m'a demandé beaucoup de travail. N'hésite pas à me dire si tu veux que je fasse plus de vidéos où j'analyse des études et je te dis à très vite. Ciao.